je suis très heureux d'accueillir pour cette table ronde trois invités. Isabelle de Mecquenem, philosophe, membre du Conseil des sages et référente laïcité de l'INSPE de Reims. Mathieu Clouet, IA-IPR en histoire-géographie et dans l'Académie de Lille et référent valeurs de la République pour l'Académie. Et Maxime Sareva, délégué départemental éducation pour la Ligue de l'enseignement. L'enjeu de l'échange de cette table ronde, qui va être un tout petit peu écourtée par rapport à ce qui était prévu initialement dans le programme, c'est de comprendre un peu mieux le lien consubstantiel, si ce n'est consubstantiel, ou peut-être au moins de réciprocité, qui unit le principe de laïcité et l'exigence de fraternité, la manière dont on peut articuler les deux notions, et on essaiera d'approfondir cette articulation à travers notamment trois questionnements sur la dimension politique de cette articulation, sa dimension éducative pour comprendre si un enseignement de la fraternité est possible et comment, et sa dimension pédagogique par rapport à la réalité du travail des acteurs de terrain sur ces enjeux. La modalité de cette table ronde, ça va être que chacun des intervenants, pour chacune de ces trois grandes orientations, va présenter les choses. Chaque fois, l'un d'entre eux parlera un tout petit peu plus que les autres et on équilibrera sur chacune des trois questions. Et puis, sur chacune de ces trois directions, on fera un petit échange avec la salle, et étant entendu que on ne dépassera pas 20 à 25 minutes pour chacune des questions. Voilà, l'idée c'est que ce soit le plus dynamique possible, que ça ait vraiment, ça relève d'un enjeu qui est celui d'une table ronde et pas d'une juxtaposition d'intervention. Je donne de suite la parole à Isabelle de Mecquenem pour présenter de son point de vue, avec son approche, cette articulation sur le plan de la philosophie politique, pour l'essentiel, entre fraternité et laïcité. Merci beaucoup Christophe. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette belle journée d'études, de m'avoir invité, de m'avoir sollicité. Et je rappellerai volontiers le titre complet de cette journée d'études qui a beaucoup d'importance à mes yeux. Laïcité et fraternité, le lien nécessaire, si j'ai bien lu le document initial. Et je vous rappelle que le lien nécessaire, c'était également, cette expression figurait dans le titre d'un ouvrage de Guy Coq, Laïcité et République, le lien nécessaire. Donc j'ai vu un écho à cet ouvrage de Guy Coq, paru il y a plus de 15 ans maintenant, sur cette thématique. Donc nous réouvrons aujourd'hui. Voilà. Alors j'aimerais poser quelques jalons au sujet de fraternité et politique, comme l'a suggéré Christophe, à la lumière de réflexion et de notre travail notamment sur un philosophe que tu as cité tout à l'heure, qui est Charles Renouvier, qui est effectivement une autorité, me semble-t-il, à redécouvrir au sujet de ces belles thématiques. Alors que la fraternité soit pleinement politique, nous pouvons en trouver des attestations très fortes dans l'histoire et la pensée, y compris dans nos normes juridiques et politiques. Gwenaëlle Galvez l'a rappelé excellemment ici même à l'instant. Donc je citerai par exemple Robespierre. Le moment de la fraternité est arrivé. Un autre jalon que l'on peut mentionner, la fraternité, bien sûr, comme vous le savez, et cela a été aussi rappelé tout à l'heure, figure dans la devise républicaine, a été en quelque sorte donc consacrée. Cette notion a été consacrée dans notre propre devise en 1848. Devise qui a été elle-même constitutionnalisée et donc qui fait partie des normes juridiques et politiques les plus élevées. À cette occasion, je citerai volontiers un philosophe assez peu connu, Pierre Leroux,
qui était socialiste et chrétien et qui est l'un des grands doctrinaires du moment 48, donc quelqu'un qui a eu une influence en matière de formation des idées politiques. Et encore une fois, il est tout à fait important de noter qu'il était socialiste et chrétien, voilà, qui est donc l'un des inspirateurs des 48 arts et qui parlait de la sainte devise de nos pères à propos de liberté, égalité, fraternité. Et Leroux mérite également d'être cité, mentionné, connu, parce qu'il suggérait que la fraternité devait figurer au centre de la devise, que c'était elle le pivot de la République. D'accord ? Le second jalon que j'aimerais poser va me permettre d'évoquer la nature de la fraternité, ce sur quoi nous n'avons pas encore pu réfléchir ensemble. Il me semble que cette teneur de la fraternité, que je vais peut-être non pas préciser, mais chercher à appréhender, peut induire une tension, voire une contradiction entre la liberté et l'égalité, qui sont indubitablement des principes politiques. Dans quelle mesure peut-il y avoir tension, voire contradiction ? Eh bien, c'est que la fraternité est un sentiment. L'égalité, la liberté, à ma connaissance, ne le sont pas. Et c'est un sentiment qui n'est pas de n'importe quelle nature. Tout à l'heure, Gwenaëlle Calves a parlé de bienveillance, d'indulgence, de vivre en bonne intelligence, etc. Bon, la fraternité, si on la prend au sérieux, la fraternité est un sentiment maximaliste, hyperbolique, qui nous fait sortir de nos gonds, du gond de nos habitudes, de notre train-train. Tout être humain doit être considéré comme un frère à la lumière de la fraternité. Mon interrogation est la suivante, celle que je souhaite partager avec vous. Est-ce donc, du coup, un sentiment que j'ai envie d'appeler soutenable, comme on le dit à propos du développement? Est-ce un sentiment soutenable? J'aurais pu dire réalisable. Quelle est l'effectivité possible de la fraternité? Peut-on vraiment la concrétiser? Ce qui me fait dire, ce qui me laisse penser qu'il y a peut-être dans la fraternité une dimension d'utopie, à la différence de l'égalité et de la liberté, qui correspondent à des droits concrétisables. D'utopie ou d'atopie, c'est-à-dire de non-lieu. Cette hyperbole de la fraternité peut donc bouleverser l'économie que recherche cette devise à laquelle je me suis référée. Troisième remarque, ce qu'introduit, me semble-t-il, l'idée de fraternité, encore une fois, si on la prend au sérieux et à sa racine, c'est l'idée, me semble-t-il, d'un plan d'immanence entre les individus, tous les êtres humains en tant que tels, c'est-à-dire sans caractéristiques, sans particularisme mis en avant, se situent donc, à l'aune de la fraternité, sur un plan d'égalité. Il me semble donc que l'égalité sous-tend la fraternité. Et à partir de là, la fraternité, on peut estimer que la fraternité s'inscrit dans deux cas de figure, mais qui vont correspondre à un dilemme. En suivant cette logique égalitaire, d'une mise de tous les individus sur un même plan d'égalité, alors on peut estimer que la fraternité n'est qu'une réplique
de la communauté politique, en tous les cas au sens moderne du terme, puisque la communauté politique au sens moderne du terme est fondée sur l'exacte égalité entre les citoyens. C'est ce qu'on appelle chez les modernes l'idée de peuple, n'est-ce pas? Donc dans ce premier cas de figure, la fraternité redouble, réplique la communauté politique au sens moderne du terme, mais il me semble néanmoins, et on retrouve cette logique, si vous voulez, de tension, de sortie hors des gonds, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la fraternité bien comprise peut aussi nous ouvrir sur une communauté politique universelle. Et donc cette communauté politique universelle s'appelle dans ce cas le cosmopolitisme, la philanthropie. Tous les êtres humains sont également membres d'une communauté politique, donc encore une fois élargie à l'idée même d'humanité. En dernière instance, pour tenter de réfléchir à cette question, encore une fois, de la fraternité en la prenant au sérieux et en l'inscrivant dans le registre politique, eh bien je me référerai à un essai que je vous conseille de lire, le cas échéant, celui de Régis Debray sur le moment fraternité. Et Régis Debray rappelle, je crois, très fortement, très fermement, que la fraternité est indissociable d'un nous. Il faut former un nous pour que la fraternité ait du sens. Et je crois que tout le problème que nous vivons, que nous connaissons aujourd'hui, c'est précisément celui de la définition de ce nous. Comment l'appréhendons-nous, ce nous? Et vous savez peut-être que le premier philosophe et penseur politique à parler d'un nous collectif, c'est quelqu'un dont le nom a d'ailleurs déjà été cité tout à l'heure, c'est précisément Auguste Comte au XIXe siècle. Décidément, ce XIXe siècle est une période très riche, je crois, pour cette question de la fraternité. Et Auguste Comte est notamment le philosophe. Il voulait promouvoir une religion de l'humanité. Et c'est le premier à dire, mais il faut un nous collectif. Alors, où est ce nous et en quoi consiste-t-il? Est-ce l'État-nation? Est-ce une communauté plus large? Voilà la question à laquelle nous renvoie la fraternité, celle d'une indécision éventuelle sur le nous que nous devons former si nous voulons mettre en œuvre la fraternité. Mathieu, pour poursuivre sur ce lien entre fraternité et communauté civique. Merci beaucoup. Je m'associe tout d'abord aux remerciements d'Isabelle de Mecquenem, aux organisateurs. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer ce matin, et pas seulement parce que ça me donne l'occasion de retirer mon masque, mais aussi parce que c'est une question extrêmement importante que nous avons abordée aujourd'hui. Alors, les jalons juridiques, les jalons philosophiques, les jalons historiques ont été posés. Je voudrais qu'on s'interroge ensemble sur les raisons pour lesquelles la fraternité doit être une politique publique, et une politique publique d'éducation. C'est-à-dire concrètement, pour quelles raisons faut-il trouver les moyens d'une pédagogie de la fraternité à l'école, et à l'école laïque? Je vais aller très vite sur cette question, simplement pour vous faire partager un sentiment d'urgence. Il me semble qu'il y a, et je répondrai en deux temps, d'abord pourquoi trouver les moyens d'une pédagogie de la fraternité, et puis ensuite pourquoi précisément à l'école. Il y a, me semble-t-il, un enjeu civique et un enjeu social qu'il nous faut relever. L'enjeu civique, il a été dit, et je ne vais pas le redévelopper, une république ne peut pas tenir sans que se forme une communauté fraternelle de ses citoyens. Fraternelle parce que c'est la condition d'un débat apaisé, et puis communauté parce que la république est l'expression de la volonté générale. Si les citoyens, si nos concitoyens se détournent les uns les autres, s'ils font valoir des revendications égoïstes, alors la République n'a plus de sens.
Et puis un défi social, parce que nous constatons que notre société, je ne vais pas dire est en voie de fragmentation, mais est menacée de fragmentation. Je ne parle pas simplement des communautarismes, qu'ils soient religieux, linguistiques, ethniques, sociaux, économiques aussi souvent, même si on en parle moins. Je parle du développement tout à fait effrayant que l'on constate aussi dans nos écoles de l'individualisme, de l'essor de l'entre-soi. Eh bien, si nous laissons triompher la rencontre des fraternités qu'on pourrait appeler des fraternités électives, et donc nécessairement sélectives, si nous laissons triompher ces fraternités-là, alors nous allons assister à une mort de la société. Ou en tout cas, nous allons assister à la mort d'une société. Mais il se trouve précisément que c'est celle que nous portons, c'est celle que nous voulons. Donc il me semble important d'investir cette question de la fraternité. Pourquoi à l'école maintenant? 3 raisons rapidement. La première raison, c'est que si l'on définit simplement la fraternité comme étant d'abord le refus de l'indifférence, le refus de ne pas voir l'autre, de ne pas s'émouvoir de ce qui peut lui arriver, eh bien alors il faut que l'on crée un espace qui soit un espace de découverte, un espace de dialogue, un espace d'ouverture à cet autre. Et dans la société telle que nous la connaissons, combien existe-t-il d'espaces de ce type qui soient décontaminés d'objectifs marchands? Il n'y en a pas tant que cela, il y a l'école. Alors bien sûr, je sais, et vous le savez également, que la mixité sociale n'est plus suffisamment assurée dans notre école républicaine. Le rapport du UNESCO de 2015, par exemple, dit tout ce qu'il y a à dire sur cette question-là, et malheureusement, les choses n'ont pas fondamentalement évolué, ou pas assez vite sur cette question. Mais il n'empêche que l'école, parce qu'elle est capable de réunir chaque année 12 millions d'enfants autour du savoir, dans plus de 61 000 établissements et écoles, eh bien l'école reste un lieu des possibles qui est tout à fait unique en son genre. C'est, je crois, le premier argument qu'on peut faire valoir en sa faveur. Le deuxième argument, je l'emprunte à Durkheim, qui disait que toute école est en fait une petite société, c'est-à-dire qu'elle véhicule une conception du monde. Eh bien, à l'école, que ce soit dans les faits ou que ce soit dans les discours, nous continuons de porter une certaine idée de la collectivité. L'école, c'est aussi le moment où un enfant rencontre concrètement, pour la première fois, le bien commun, le bien général. Et on voit se développer, Maxime en parlera tout à l'heure, on voit se développer beaucoup de projets participatifs. Je vois aussi dans le cadre de mes inspections beaucoup de pédagogies qui aujourd'hui font appel à l'entraide. Il y a donc là un lieu qui est aussi tout à fait particulier. Et puis, dernier argument à faire valoir pour l'école, c'est que la fraternité n'existe pas sans éducation. La fraternité, il faut que nous le reconnaissions, c'est un effort pour beaucoup d'entre nous. Il y a un très bon numéro récent du magazine Sciences Humaines, auquel je vous renvoie, qui est consacré à l'altruisme et à la solidarité, dans lequel on met en évidence que la coopération, l'entraide, fait partie du règne animal. Bon, c'est vrai, mais il n'empêche que, pour reprendre la formule d'Attali, la fraternité, ça n'est pas un état de nature, c'est un objectif de civilisation. Cela suppose donc que nous soyons amenés à fortifier notre volonté et que nous sortions de nous-mêmes, de nos proximités immédiates. Bien, reconnaissons que sur cette question-là, l'école a déjà œuvré, qu'elle a des choses à faire connaître, à faire partager. Et donc, du reste, vous le savez, éducation nationale, ce vieux débat sur l'instruction publique et l'éducation nationale, étymologiquement, l'éducation, c'est bien sortir de soi-même, aller vers quelque chose de plus grand. Eh bien, l'école reste fidèle à cette mission qui est de faire découvrir aussi la fraternité universelle au-delà des fraternités électives et sélectives. Voilà pour quelles raisons je partage un peu le cri d'alarme qu'a lancé Abdelnour Bidar il y a quelques temps maintenant et qu'il relancera sans doute tout à l'heure. Seule la fraternité peut nous sauver en tant que société. J'ajoute tout de suite évidemment que c'est une inquiétude teintée d'optimisme puisque l'école a beaucoup de choses à faire valoir. Merci Maxime sur ces premiers jalons. Merci Mathieu et Maxime à vous sur ces premiers jalons.
Bonjour à tous. Je remercie évidemment également les organisateurs, particulièrement Corinne, pour son invitation et pour avoir pensé évidemment à convier la Ligue de l'enseignement qui se sent aussi de toute façon un peu chez elle avec de toute façon l'école. Je vais pas dissocier la présentation de la Ligue de l'enseignement et de où je vais parler aujourd'hui, puisque c'est important de dire évidemment d'où je vais parler et d'où je vais faire ce lien entre la laïcité et la fraternité. Pour ça, j'utiliserai évidemment une partie de l'histoire de la Ligue de l'enseignement. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, parce qu'on est c'est quand même une vieille dame, c'est plus de 150 ans d'histoire, et donc je ne vais pas dissocier ces deux éléments, mais ça me permettra de revenir sur des éléments et d'approfondir peut-être ce qu'évoquait Isabelle et de venir sur le volet aussi pédagogique qu'évoquait Mathieu. La Ligue de l'enseignement, c'est 1866, la création par un journaliste républicain, Jean Massé. Rapidement, des cercles qui vont se constituer dans toute la France, hein, même si le plus célèbre, ça restera le cercle parisien qui a été particulièrement actif à la création de la Ligue de l'enseignement. Et c'est un projet peut-être utopique au moment de sa création, d'une émancipation par rapport au monopole aussi de l'Église sur les consciences. Et donc, vous voyez, en tout cas pour ceux qui, avant d'arriver, ne connaissaient pas précisément la Ligue de l'enseignement, pourquoi votre activité, votre action dans l'école est en partie liée avec notre histoire, c'est-à-dire que la Ligue de l'enseignement a évidemment participé à la fois sur une influence culturelle, mais aussi sur ce qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying pour les lois laïques de mise en place de l'école publique, laïque et obligatoire. Pour rappel, la loi de 1881 a moins fait l'objet d'agitation que la loi de 1882, qui, elle, pose le caractère laïque de l'école. C'est évidemment cette deuxième partie qui a le plus agité l'école à l'époque. Donc, la question de ce monopole des églises sur les consciences, c'est quelque chose sur lequel la Ligue, évidemment, est engagée. Et pour nous, je vais revenir sur ce lien parce qu'on le voit dans les écrits de différents cercles, mais aussi sur l'histoire de la République. J'ai entendu Isabelle qui parlait de Robespierre et de Régis Debray. Je ferai les liens entre les deux sur un élément. Régis Debray pose la question de la reliance, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous relie les uns les autres, et Isabelle a posé la question du nous. Et très vite, vous voyez que dans les discussions, et notamment dans les cercles laïques, même au moment où l'école n'était pas encore instituée, au moment où Robespierre, par exemple, pose la question de l'être suprême. Est-ce qu'il faut une célébration civile d'un être suprême? Pour le dire autrement, ce que nous dit par exemple Régis Debray, c'est quand il n'y a plus de Dieu qui nous réunit, quand on n'a plus une foi commune, parce que c'est quand même la particularité de la liberté de conscience, quand même une particularité de notre pays, c'est de donner la possibilité d'avoir des valeurs, les uns et les autres, qui sont extrêmement différentes. Et du coup, comment on fait, c'est ce que Régis Debray appelle la reliance, comment on fait finalement pour constituer ce corps politique, pour ce que la Ligue appelle aujourd'hui, faire société. Et là, vous avez différentes réponses. Vous avez différentes réponses qui sont les différentes interprétations, des fois les différentes manipulations du vocable laïcité. C'est-à-dire ce que on va mettre derrière la question de la laïcité, et c'est pour ça que là je reviens au lien avec la fraternité, parce que vous avez certaines conceptions de la laïcité qui aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, hein, dans l'histoire de la laïcité, s'opposent à la possibilité de faire société ou qui posent des conceptions de la société qui peuvent être contraires à la conception républicaine. Et pour faire le lien avec du coup notre thématique du jour, quand la Ligue de l'enseignement travaille autour de projets sur la question de la laïcité, je suis toujours assez attentif à me demander de quelle laïcité on parle dans cette activité ou dans la manière dont on fait ce projet. Parce que les enseignants, le corps enseignant, n'est pas totalement extrait des débats qui peuvent avoir lieu dans la société ou des éléments médiatiques, etc. Du coup, il est quand même particulièrement important pour nous de se dire à la Ligue de l'enseignement qu'on va
se remobiliser sur la question des valeurs, on vient quand même de loin, parce que je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, la laïcité, c'était un acquis. La laïcité, c'était quelque chose qui ne posait plus de questions. Donc, on vient quand même de loin. On a été confronté aussi, enfin, on est, je pense, sur cette thématique encore confronté sur, parfois en tout cas, un corps enseignant qui n'est pas totalement conscient de cette première mission qui est assignée par l'école, par le Code de l'éducation à l'école, première mission qui est le partage des valeurs de la République, et qui me ramène à cette définition que pourrait donner en tout cas la Ligue de l'enseignement sur ce lien entre laïcité et fraternité. C'est-à-dire que deux éléments sur la fraternité, sur le modèle de laïcité que nous, on souhaite partager. D'abord, être conscient de quelle laïcité à l'école nous voulons partager. Et là, je rejoins Mathieu sur la vision républicaine. La vision républicaine de la laïcité qui est une condition préalable à la fraternité. Et le deuxième élément, c'est se dire que dans la pédagogie qu'on va adapter, quel est le nous que nous voulons construire avec les élèves. Et ce nous, il est à deux niveaux. J'entendais tout à l'heure quand Madame Calvès évoquait la question du concitoyen, la fraternité avec ses concitoyens, donc c'est une première chose, faire corps politique. Et un deuxième niveau sur lequel la Ligue de l'enseignement souhaite aussi insister, et c'est la question de la reconnaissance de chaque être humain en égale dignité. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas seulement la fraternité pour la constitution d'un corps politique, c'est que ça fait partie du fait d'être français, d'avoir cette valeur. Et c'est ce qui nous relie, c'est la particularité de ces valeurs. Et donc, comme vous pouvez le dire du coup, et je m'arrête là parce que j'ai pas mal mélangé, mais quand l'ancien DGESCO, Jean-Paul Delahaye, évoque que quand la République recule, ne remplit plus ses obligations en termes de ses obligations économiques, en termes politiques et sociales, ce sont les religions qui avancent. Et effectivement, quand vous avez des mouvements comme la Ligue de l'enseignement, qui doivent venir remplacer ce que devrait faire l'État. L'État devrait scolariser tous les enfants qui sont sur son territoire. Quand on soutient le projet de l'école des Dunes à Calais, c'est un projet à la fois laïque et qui fait le lien avec la question de la fraternité. C'est une conception des enfants qui sont sur le territoire français que nous portons. C'est-à-dire que nous les voyons pas seulement comme des autres, nous les voyons comme, parce qu'ils sont aussi des enfants, potentiellement demain, ils pourront appartenir à ce nous dont Isabelle parlait. Sauf que si, à un moment donné, quand ces enfants sont sur notre territoire, on ne fait pas, l'État ne remplit pas cette obligation de les scolariser, on rend le projet laïque et le triptyque républicain dans lequel forme la fraternité, on le rend impossible et irréalisable, puisque comment voulez-vous que ces enfants demain fassent partie du nous à partir du moment où on leur donnera pas nous-mêmes, en tant que République et en tant qu'école, cette possibilité. Merci. Alors sur ces premiers jalons d'articulation entre fraternité et communauté civique, est-ce qu'il y a des premières questions que vous souhaiteriez poser? On va prendre 2 questions maximum pour passer après à l'autre volet. Oui, merci beaucoup pour l'intervention. J'avais une question pour le collègue de la Ligue de l'enseignement. La Ligue a une tradition sur la question de la fraternité qui est ancienne. Est-ce qu'il y aurait des expériences ou des pratiques que la Ligue développe sur le sujet, sachant que le thème revient dans l'actualité depuis quelques années? Je veux pas trop déborder sur le temps d'après, qui est sur le volet pédagogique, donc je réserverai un peu de suspense sur ce que je vais dire sur le volet pédagogique. Mais oui, on travaille beaucoup, justement, particulièrement, même si c'est un travail qu'on a fait depuis longtemps, mais particulièrement depuis 2015, où
effectivement, tous les différents acteurs avec qui on travaille se sont souvenus effectivement que c'était pas un thème ringard, la question de la laïcité. Et du coup, d'un seul coup, la Ligue de l'enseignement est redevenue un peu à la mode. On s'est dit, tiens, c'est vrai que c'est un thème qui finalement peut nous intéresser. Mais pour être plus sérieux, oui, évidemment, puisque on organise notamment des semaines de la laïcité et de la fraternité, où on appelle notre réseau associatif et nos partenaires à mener des actions et des projets sur ces thématiques. Alors pour ce faire, on a une méthodologie un peu particulière. L'idée, pour nous, c'est pas seulement qu'il y ait des actions sur notre territoire, c'est aussi de pouvoir, je vais utiliser un gros mot peut-être, mais repolitiser. Repolitiser sur le sens remobiliser sur les valeurs de la République. C'est-à-dire, c'est là où je veux dire que la neutralité ne doit pas nous anesthésier. Ne doit pas nous anesthésier. C'est-à-dire que partager les valeurs de la République, pour les enseignants, par exemple, fait partie de leur mission. Et la neutralité ne doit pas, sur cette question, les anesthésier. Nous, on le voit dans nos actions. Parfois, et on pourra en parler sur la difficulté, ce sont des éléments sur lesquels les enseignants peuvent avoir du mal à se positionner. Jusqu'où je peux aller pour la question des valeurs. Est-ce que je ne rentre pas sur le domaine trop politique, au sens politique, politicienne. Donc, repositionner, nous on le fait avec notre réseau associatif, en se disant, là il n'y a pas de question de neutralité, parce qu'ils ne sont pas soumis à la question de la neutralité, mais au-delà du droit, des fois ils se l'imposent eux-mêmes. De se dire que, ben non, comme par exemple, à un moment donné, je vais avoir de l'argent public, sous forme de subventions, ou etc., est-ce que je dois m'astreindre à une neutralité? Alors que, justement, nous on fait ce travail pour repolitiser, pour dire encore une fois, quelle laïcité nous voulons partager. Et pour rappel, la première semaine de la laïcité qu'on organise dans le Pas-de-Calais en 2011, on l'organise quand même à un moment où les seuls qui parlent de laïcité à ce moment-là, ce sont des mouvements qui historiquement ont toujours combattu la laïcité et la République, hein, parce que ça va quand même de pair. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Alors, on va passer au deuxième et troisième volet. En fait, je vous propose de ramasser, puisqu'on a moins de temps que prévu, les deux grandes questions suivantes autour de l'enseignement de la fraternité, des conditions de son apprentissage, la construction de cet apprentissage, et alors à la fois sur le plan d'une pédagogie de la fraternité, mais à la fois aussi du point de vue des acteurs de terrain qui sont là aussi aujourd'hui et qui mènent cet enseignement, cet apprentissage au quotidien, et des difficultés qui peuvent être rencontrées par rapport à cette forme d'enseignement. Peut-être Mathieu pour commencer, puis Maxime et Isabelle. Voilà, donc la question qui se pose à nous, c'est la question du réel. Isabelle disait tout à l'heure, la fraternité, c'est un sentiment, et un sentiment maximaliste. Est-il soutenable? Peut-on même imaginer qu'il puisse se déployer dans des classes? Alors je vais pas faire de faux suspense. Pour moi, la réponse est oui. Et étant donné ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, je dirais heureusement. Oui, mais cela suppose qu'on identifie un certain nombre de défis qu'il faut surmonter. Alors pour les identifier, je ne vais évidemment pas épuiser la complexité du propos. Je suis inspecteur, vous le savez, ça a été dit tout à l'heure. Je n'ai pas la prétention d'avoir une vision sur l'ensemble de la pédagogie au sein de l'éducation nationale, simplement vous faire partager quelques expériences, quelques observations que j'ai pu mener. Il faut qu'on parte d'un constat, qui est le constat fondamental lorsque l'on parle de fraternité à l'école. C'est celui qu'adressait Isabelle tout à l'heure, à savoir, la fraternité, ça ne se décrète pas. Edgar Morin le disait, la liberté peut être décrétée par la République française. Du reste, elle a décrété la liberté d'expression, la liberté d'association. Bon. La fraternité, c'est un sentiment, c'est donc un engagement. Une pédagogie de la fraternité suppose donc qu'un élève y prenne une part active, mais aussi une part consentante. Parce que la fraternité, en fin de compte,
Alors je sais que c'est difficile de la définir, je vous donne ici ce qui pourrait être ma définition. La fraternité, c'est un sentiment d'amour qui va me pousser à agir. Donc, cela suppose que je me meuve et que je m'émeuve. Eh bien cela, ce simple constat-là, cela vient interroger de façon radicale les règles au sein de l'éducation nationale, l'organisation de l'éducation nationale et les outils traditionnellement utilisés au sein de l'éducation nationale. Alors, on va essayer de reprendre quelques éléments pour illustrer le propos. Parlons tout d'abord de nos règles. Maxime rappelait à l'instant l'importance de l'obligation de neutralité. Vous savez combien elle est précieuse au sein de l'institution scolaire. Les enseignants y sont très attachés à raison, mais pas seulement eux. Je rappelle, pour mémoire, que nos enseignants n'ont pas le droit de montrer, par leur tenue, par leurs attitudes, par leurs paroles, leurs convictions politiques, religieuses, syndicales, philosophiques. Bon. C'est un principe qui a été mis en place, bien sûr, pour assurer la liberté de conscience de nos élèves. La loi de 1905 garantit la liberté de conscience, mais aussi parce que cela permet d'assurer la sérénité des études, et puis ça permet de ne pas entamer le capital indispensable de confiance des familles dans les professeurs. Ça, c'est la règle. Sauf que si la fraternité est un sentiment, et si cela suppose une adhésion d'un élève, est-ce que nous ne sommes pas, lorsqu'on parle de pédagogie de la fraternité, dans une forme de perfectionnisme moral? Autrement dit, si nous recherchons à modifier les sentiments des élèves, si nous cherchons à générer des attitudes, est-ce que nous ne sommes pas en contradiction avec le principe de neutralité que j'ai rappelé? Ça n'est pas une question qui est purement rhétorique. Elle s'est déjà posée à nous, notamment le plus récemment, c'était en 2014-2015, lorsqu'ont été mis en place les programmes d'enseignement moral et civique. À l'époque, une vaste consultation a été adressée aux enseignants, et j'ai pu la coordonner au niveau académique, et il s'est avéré que nos professeurs, tout en reconnaissant l'intérêt de cet enseignement, tout en identifiant bien ce qu'il pouvait apporter, ont quasi unanimement pointé le risque de sortir de leur neutralité. Ils craignaient des conflits de légitimité que nous aurions pu entretenir chez les élèves. Et ils se demandaient si l'adjectif moral était, somme toute, bien approprié. Alors nous avons beaucoup travaillé sur ces questions-là. Je dis, on identifie des défis, mais nous avons aussi des solutions, donc je ne vais pas m'étendre trop longuement, mais on peut rappeler que la fraternité, et c'est un peu le sens du propos de Maxime, ce n'est pas seulement une valeur républicaine, c'est aussi un principe constitutionnel. Donc, il trouve toute sa place dans la formation civique de nos élèves, et quand bien même ce serait une valeur, et seulement une valeur, le fait que l'école soit laïque ne nous interdit pas de prendre position sur les valeurs de la République. Je vous renvoie à la formule de Jean Bobéro sur la morale républicaine, ou la morale laïque, ou non, je ne sais plus trop comment on l'appelait à l'époque. C'est une morale horizontale et trouée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sur le même plan que les morales convictionnelles. À ces morales plurielles qui relèvent des familles, qui relèvent des églises, à ces morales-là, la question du bien et du mal, et nous ne nous en mêlons pas, à la question à la morale républicaine, la question du juste et de l'injuste. Et là, nous sommes pleinement engagés. Autrement dit, nous avons sur cette question de la neutralité bien avancé depuis 2015 et nous pouvons facilement rassurer nos collègues. Le plus difficile, ce ne sont donc pas nos règles, qui ne s'opposent absolument pas à une pédagogie de la fraternité. Le plus difficile, c'est sans doute notre organisation. À l'école, nous sommes habitués à penser en programme, en discipline, en ventilation de services, en horaire. C'est une structure qui nous permet d'être efficace, solide, on le voit notamment dans les crises que nous sommes en train de traverser actuellement, mais ça pose aussi quelques problèmes concrets quand on parle de fraternité. D'abord parce que ça peut entretenir une forme de scepticisme chez nos enseignants. C'est un sentiment maximaliste. Mais, très franchement, est-ce que ça pèse vraiment à côté du lire, écrire, compter? Est-ce que ça a un horaire? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce que ça s'évalue? Autrement dit, la fraternité, combien de divisions? Ce n'est pas un jugement de valeur que je suis en train de faire. C'est un simple constat pour qu'on se dise collectivement,
il va falloir convaincre sur cette question-là. Et pour convaincre, il faut que nous hissions la fraternité, non pas au rang des objectifs de chapitre ou des objectifs d'un programme parmi d'autres, mais au rang de finalité de l'éducation nationale. Il va falloir aussi que nous trouvions les moyens de réorganiser la vie en établissement ou de l'orienter différemment pour que nos établissements soient, selon la belle formule d'Abdenour Bidar, des écosystèmes de fraternité. La fraternité doit certes irriguer nos enseignements, mais elle doit aussi investir tous les interstices habituels. La restauration, les récréations, les intercours. Parce que c'est dans le quotidien que la fraternité peut cesser d'être un mot d'ordre pour devenir une réalité. Vous le savez, du reste, on le disait déjà sur la laïcité, ça aussi c'est un lien. La laïcité, c'est Jean-Pierre Robin, je crois, qui avait cette formule, c'est plus le résultat d'une expérience que d'une leçon. C'est vrai aussi, évidemment, de la fraternité. Et puis je termine en parlant de nos outils. J'en vois deux essentiels, les programmes et puis nos évaluations. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des enseignants, mais pour ceux qui ne le sont pas, il faut bien prendre la mesure de ce que représente un programme pour un professeur. C'est le cadre de leur action, c'est le texte qui définit les objectifs à atteindre, qui identifie les connaissances et les compétences à développer, et ni les demandes de l'institution, ni les attentes des familles, ni le temps dont disposent nos professeurs ne permettent d'imaginer du hors-programme prolongé. Et vous connaissez la formule de Cyprien de Carthage, hors de l'Église, point de salut. Eh bien, dans l'éducation nationale, on pourrait dire hors les programmes, point de salut. Bon. Eh bien, il suffit de constater qu'il n'y a pas de programme de fraternité. Dans les programmes d'enseignement moral et civique actuels, en classe de seconde, on étudie la liberté et les libertés. Dans le programme d'éducation civique de 95, en 5e, on étudiait l'égalité et les discriminations. Mais il n'y a pas de programme qui soit centré sur la fraternité. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de déclinaison pratique, même s'il y a des pans de programme qui étaient consacrés à cette fraternité. Autrement dit, pour reprendre un peu la formule de Aziz Djellab, il y a vraiment une pédagogie de la fraternité à construire. Il y a une fraternité à construire, mais il y a aussi une pédagogie de la fraternité à construire. Une pédagogie qui ne supplantera pas les programmes, parce que ce serait vain, mais une pédagogie qui s'appuiera sur les programmes, qui fécondera les programmes. Et je parlais d'Aziz Djellab à l'instant, il a montré tout le profit qu'on peut tirer, par exemple, de l'étude des questions vives en histoire, pour assurer la cohésion nationale, la question des mémoires. Quand en géographie, on travaille sur la question des marges, quand en philosophie, on travaille sur la violence, quand en français, on découvre Montaigne, quand dans nos classes, on croise Virgile, les Tupinamba, les Ziggourats de la Mésopotamie ancienne, eh bien, on ouvre nos élèves sur un patrimoine qui est un patrimoine universel. Et la fraternité, c'est aussi ce mouvement qui amène, je vous le disais tout à l'heure, hors de soi. Alors, d'une certaine façon, l'école, par ses programmes, va permettre, sans révolution excessive, va permettre d'initier une première réflexion sur la fraternité. On peut dire, je disais tout à l'heure, la fraternité, c'est un sentiment d'amour. Et là, c'est un peu comme dans les mariages, vous savez, du Moyen-Âge. L'amour naît de la raison. Bon, à l'époque, c'était plutôt de l'intérêt. Mais enfin, là, chez nous, c'est de la raison. Une dernière chose que je voulais dire, pour ne pas être trop long, c'est le principal défi, je pense. Vraiment, la principale difficulté pour nous, on pourrait parler d'une difficulté d'ailleurs, c'est le système d'évaluation. C'est sans doute le principal obstacle aujourd'hui au déploiement dans le réel d'une pédagogie de la fraternité en classe. Dans les textes officiels et dans l'esprit des acteurs de l'éducation nationale, l'évaluation doit être bienveillante, elle doit être formative. Il n'y a pas de concours qui sanctionne la fin des études secondaires. Il y a un examen. On ne met pas les enfants en compétition les uns avec les autres. Le problème, c'est que même si nous savons que l'évaluation peut déboucher sur une forme de violence scolaire, et nous avons progressé sur ces questions-là, dans bien des cas, l'évaluation telle qu'elle est pratiquée reste la manifestation de la compétition scolaire. Parce que, et c'est humain, parce que des familles projettent dans l'évaluation les angoisses individuelles sur le devenir de leur enfant. Vous avez sans doute déjà constaté qu'un 18, c'est bien.
Mais c'est mieux quand la classe a 12 sur 20 de moyenne que quand elle a 16 sur 20 de moyenne. Eh bien là, il y a un vrai enjeu. Parce que si la réussite dépend de l'échec et prend sens dans l'échec de l'autre, alors je me demande vraiment quel type de fraternité on peut déployer. Et c'est Jean-Paul Delahaye, dont tu parlais tout à l'heure, qui, ici, il y a un peu plus d'1 an, disait que le système français était un système extrêmement inégalitaire encore. Et donc l'un des enjeux, c'est aussi pour nous, pour déployer cette pédagogie de la fraternité, de passer d'une logique de compétition, qui encore une fois n'est pas voulue, elle n'est pas voulue, ni par les acteurs, ni par les textes. Passer d'une logique de compétition à une logique d'entraide. Ça, c'est un enjeu dans les classes, dans les établissements, dans le système. Autrement dit, pour résumer le propos, nous sommes confrontés à une possibilité, mais qui nécessite des changements importants. Je vais revenir sur ce que tu évoquais, Mathieu, sur l'importance de l'ensemble des temps de vie de l'enfant ou de nos élèves par rapport à cette question. D'abord, 2 constats. Le premier constat, c'est que chez les élèves, vous avez certains pour lesquels les 2 mots qui sont en majuscule derrière moi peuvent être agressifs. La laïcité, c'est contre moi, c'est contre ma famille, c'est contre ma religion. La fraternité, c'est seulement incantatoire, c'est seulement des paroles, ça ne s'incarne pas. Et du coup, par rapport à ce que tu évoques, Mathieu, nous, une de nos réponses pédagogiques et éducatives, c'est de se dire comment on peut travailler effectivement avec la communauté éducative pour se dire comment nous, on va faire vivre ces valeurs dans notre établissement. Donc, il y a le volet des enseignements, des savoirs, comment je vais pouvoir les lier à cette question laïque et fraternelle. Et il y a aussi la question de tout ce que tu appelles ces interstices. Si au moment du repas, finalement, c'est bien ce qu'on m'a dit en classe sur ces belles valeurs, et si au moment du repas, finalement, j'ai l'impression de ne pas faire partie de cette communauté politique qu'on appelle France, tout s'écroule. Vous pouvez avoir le plus beau parcours pédagogique que vous voulez, tout s'écroule. La deuxième remarque, c'est que pourquoi ce travail pédagogique et cette pédagogie de la fraternité est importante, c'est que on sait très bien que le droit ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que le droit va nous demander de nous aimer les uns les autres qu'on va s'aimer vraiment les uns les autres. Puisque le droit peut pas vraiment atteindre cette dimension que tu as évoquée. Je le dis parce que Mathieu a évoqué ce sentiment d'amour, donc j'y serais pas allé, mais comme tu y vas, j'y vais. Du coup, effectivement, le droit ne suffit pas, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait en termes éducatifs pour nous, justement, faire que ce soit des choses, des éléments que les futurs citoyens vont avoir comme éléments. Parce qu'après, vous les retrouvez dans les cas pratiques qu'on évoque et que Madame Calvez peut évoquer, des éléments sur tel qu'on va appeler maintenant incivilité, je ne veux pas travailler avec une femme, je ne veux pas serrer la main, je veux pas, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'après, on va régler avec le droit, mais ce sont des marqueurs de notre incapacité à faire ce nous. Donc, ça se joue d'abord à l'école, et c'est pour ça que, évidemment, si on en fait un objet seulement technique, si c'est seulement un PowerPoint, si c'est seulement un cours, si c'est seulement une partie même de ce qu'on va dire aux élèves, ça ne fonctionne pas. C'est comment on va participer à faire vivre ces valeurs. Et nos élèves, particulièrement, sont extrêmement sensibles, vous savez, à certains âges, sur la contradiction entre ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. C'est le propre des 4e, des 3e, notamment. Mais c'est le propre et c'est là où vous avez les échanges les plus vifs. Si on ne veut pas être seulement dans l'incantatoire, prenons un exemple, si je ne veux pas être seulement sur j'affiche la charte de la laïcité dans ma classe, et la laïcité c'est ça, remarquez que la première chose que nous disent les élèves quand on parle de la laïcité, c'est ne pas, 3 petits points, et vous mettez tout ce que vous voulez derrière, c'est ne pas porter tel signe religieux, c'est ne pas dire certaines choses, etc. Alors que paradoxalement dans nos programmes et dans ce qu'on veut partager, c'est tout à fait l'inverse qu'on veut partager.
C'est la liberté de conscience, la liberté d'expression. Et je reviens du coup au sentiment d'amour. Comment vous allez faire aimer ce principe constitutionnel? Parce qu'il ne suffit pas qu'il soit dans le droit, encore une fois, pour qu'il vive au quotidien. On ne va pas tout régler devant les juges, finalement. L'important, c'est que s'il puisse vivre, qu'il y ait cet esprit qui soit là, esprit en minuscule, avec un E minuscule. Si vous voulez que on puisse avoir une adhésion sur ce principe, d'abord, il faut qu'on soit, nous, cohérents, déjà, avec nous. Et puis, deuxièmement, qu'on puisse construire cette pédagogie de la fraternité. Dans ce qu'on fait à la Ligue, je dirais, il y a deux extrémités. Le premier niveau, le niveau le plus basique, je dirais, ce serait déjà de désarmer les haines. Désarmer les haines, c'est tout ce qu'on va faire sur tout ce qu'on appelle la lutte contre eux. Lutte contre les discriminations, lutte contre l'antisémitisme, lutte contre, etc., etc. Ça, je dirais, c'est le niveau le plus basique, c'est comment on ne va pas se haïr les uns les autres. Et là où notre projet, nous, et ce qu'on porte comme vision, c'est de se dire comment on peut aller sur comment on va faire société. Et là, on est au-delà de pas seulement se haïr, c'est-à-dire comment on va se reconnaître du commun, comment on va se reconnaître les uns les autres. On en est quand même sur certains territoires sur le fait qu'il n'est pas possible de concevoir que parce qu'on appartient à telle religion, alors je ne peux pas concevoir que cette personne peut être de nationalité française. Je ne peux pas concevoir que telle couleur... Ce sont ces questions sur lesquelles on parle quand même. Nous, on le vit au quotidien. Ce sont des choses qui, dans nos discussions philosophiques, etc., on est déjà dans d'autres niveaux, etc. Mais en vérité, on est sur ces questions-là, même avec les élèves, sur la possibilité de faire ou pas nation sur ces éléments qui, normalement, sont dépassés depuis longtemps. Alors nous, notre méthode sur la pédagogie de la fraternité, notre méthodologie, donc il y a ces 2 semaines qu'on organise, la semaine de la fraternité au mois de mars, autour de la journée internationale de lutte contre les discriminations et du racisme, et puis la semaine de la laïcité autour du 9 décembre, évidemment, date symbolique de la promulgation de la loi de 1905. Nous, on fonctionne en 3 étapes. La première étape, on forme les acteurs, on participe à ce que je vous ai appelé cette repolitisation, mais autour des valeurs de la République. Deuxièmement, on accompagne les projets pour, au fil des années, aussi monter en qualité des projets qui sont menés, et je donnerai un exemple juste après. Et puis, autre élément important, on casse l'isolement peut-être, on fait réseau. On fait en sorte de faire réseau pour que les acteurs puissent se retrouver dans des espaces où on va pouvoir échanger et se dire que on est dans le même bateau, on se pose les mêmes questions et on s'échange. Où on liait la question de l'astronomie avec donc des sciences dures, avec la question de la laïcité. Alors les profs de physique ne voyaient pas trop le rapport au début, mais c'est pour vous dire que toutes les matières peuvent être exploitées dans cette dynamique des valeurs. On a fait ce travail sur les différentes représentations des cosmogonies, les différentes représentations du ciel en fonction des différentes cultures, religions, etc. Et puis on en est arrivé sur, donc il y avait les éléments évidemment de sciences dures, et puis le fil conducteur de la journée était quand même que il y a cette formule de Galeb Benchek sur « sous la voûte commune de la laïcité ». C'est-à-dire que peu importe comment on le voit, ce ciel, au final, on doit vivre ensemble sous ce même ciel. Et du coup, c'est pour vous dire qu'on peut construire en utilisant les savoirs, en utilisant les connaissances, en utilisant les matières qui sont diverses, la littérature, l'histoire, Mathieu y est revenu, mais aussi les sciences dures, des éléments sur lesquels on va pouvoir faire lien et corps avec cette première mission qui est fixée à l'école, c'est-à-dire, je l'ai noté d'ailleurs, outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, c'est-à-dire que ce n'est pas secondaire, ce n'est pas dans l'agenda sur s'il me reste 1 heure en fin d'année, c'est au cœur de comment on doit penser notre pédagogie et le lien entre les différentes matières.
J'ai envie d'ajouter pour ma part que ce à quoi nous invite la réflexion sur cette pédagogie de la fraternité, c'est tout simplement à une question fondamentale qu'on a peut-être tendance à oublier, à occulter, qui consiste à nous demander mais qu'est-ce que les élèves apprennent à l'école ? Et vous savez que pour répondre à cette question, on peut se fonder sur une distinction qui a été proposée par des auteurs comme Brunner, Jérôme Brunner ou bien Philippe Pernoud. Et ces auteurs nous disent que l'école ne se résume pas au programme officiel, aux finalités officielles. Cette dimension-là s'appelle le curriculum formel. Donc c'est très bien qu'on veuille transmettre les valeurs de la République, qu'il y ait des programmes d'EMC, etc. Bon, ça c'est le curriculum formel, mais c'est loin d'épuiser tout ce que les élèves apprennent, comme vous le savez, puisqu'il existe, selon encore une fois ces auteurs, également un curriculum informel. C'est l'ensemble de tout ce qui se passe et se transmet entre les élèves et qui peut échapper au contrôle, à l'organisation scolaire. Donc que la fraternité ne soit pas au programme et ne soit pas évaluable, c'est en aucun cas un obstacle à sa transmission ou à sa construction ou à son appropriation par les élèves. Et enfin, dernière dimension de la vie scolaire et de l'organisation scolaire, toujours encore une fois en me référant à ces auteurs, Pernoud, Brunner, ils nous disent, alors ça peut être un peu plus inquiétant pour nos buts pédagogiques, ils nous disent qu'il existe aussi un curriculum caché. Et là, il est clair que ce curriculum caché peut entrer en contradiction avec des intentions éducatives telles que liberté, égalité, fraternité, laïcité. Parce que si, à l'école, les élèves, dans le cadre de ce curriculum caché, apprennent la violence, l'humiliation, le harcèlement, et en retirent comme expérience ces faits-là, il est clair que l'école vient, encore une fois, en opposition avec ce qu'elle veut transmettre d'une manière formelle et officielle, en quelque sorte. Donc, vous voyez l'intérêt d'avoir une vue globale, complète de ce que fait l'école et de ce que les élèves y apprennent réellement, pour le coup. Là. Donc, en ne se situant plus sur le plan des principes, des valeurs tels que nous l'avons évoqué. Voilà, deuxième remarque, si j'ai encore un petit peu de temps, je ne veux pas abuser. Bon, les débats que nous avons eus, les réflexions que nous avons pu entendre, vous savez, m'ont évoqué tout ce qui a pu être dit aussi à propos de l'éducation civique. Je crois que vous avez tous en tête ces débats, ces dilemmes entre instruction civique, éducation civique, éducation à la citoyenneté comme autant de sphères, savoir si elles s'intègrent les unes aux autres, est-ce que l'éducation à la citoyenneté peut s'évaluer? Enfin, ce ne sont vraiment pas des débats nouveaux. Hein. On voit que tout ce qui a trait aux politiques, au moral, excède un petit peu le modèle scolaire et risque de le faire éclater, hein, menace de le faire éclater. Alors, en tant que professeur de philosophie, bon, je souscris au modèle rationaliste qui est celui de l'école en France et de l'école républicaine en France. Et donc, du coup, je m'interroge, si vous voulez, je me demande, ma question, ce serait la suivante. Est-ce que la fraternité peut être compatible avec ce modèle rationaliste qui a fondé l'école de la République en France? Et c'est là que je vois l'intérêt de me retourner vers ce 19e siècle, où les philosophes, ceux qu'on a cités déjà tout à l'heure, finalement, on n'a peut-être pas cité le nom de Barny, de Jules Barny, qui a écrit un magnifique catéchisme républicain. Alors, vous savez, c'est une littérature, justement, qui nous effraie un petit peu, parce qu'il y avait cette atmosphère religieuse qui a marqué 48 et les débuts de la philosophie républicaine. Donc, mais quand on consulte cette littérature, quand on fait l'effort de la découvrir et de la connaître, alors vous pouvez trouver ces catéchismes républicains, celui de Renouvier, celui de Barny et de bien d'autres, parce que c'était extrêmement
extrêmement à la mode. Il y a un historien qui a fait une thèse sur le catéchisme républicain sur les 3 siècles, donc c'est une immense littérature, mais il y a eu un pic véritablement de publication de catéchisme républicain, donc vraiment qui se fixait comme but de transmettre ces principes républicains, non pas aux élèves, mais parfois au-delà, à l'ensemble de la population qui n'était pas éduquée à l'époque. Et donc, ces philosophes ne dérogeaient pas à leur conception rationaliste. Donc, on a trouvé à une époque un équilibre entre le modèle rationaliste et la transmission de valeurs ou de principes, voire même de sentiments, hein, ce qui ne peut que nous encourager aujourd'hui à continuer cette voie. Merci à tous les trois. Alors, on va passer vraiment un temps maintenant un peu plus important de questions pour nos 3 orateurs. Je vais faire comme l'a fait Hervé tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, on a souvent évoqué la difficulté d'évaluer tout ce qui se fait autour de la fraternité. C'est pas dans les programmes, il n'y a pas de notes, c'est pas des compétences qui vont donner lieu à des validations bien précises. Moi, je voulais apporter un point de vue un petit peu déporté. J'ai passé pas mal de temps l'an dernier à regarder les dossiers Parcoursup, là, puisque je suis responsable d'une L1. Et je vois quand même que dans les dossiers Parcoursup, il y a des annotations, des conseils de terminale où on évoque aussi les engagements des élèves, leurs implications dans les projets citoyens. Alors peut-être que certains se disent que c'est pas du tout regardé par les formations du supérieur qui s'en fichent complètement, les universitaires, de recruter des lycéens qui ont été actifs sur le plan citoyen. Mais je peux vous dire que c'est pas le cas de tout le monde. On peut intégrer dans le fameux algorithme Parcoursup un certain nombre d'actions, d'implications dès lors qu'elles ont été reconnues par l'équipe éducative du lycée. Donc là, il y a un lien et peut-être ça peut aussi donner envie aux collègues et aux élèves de s'impliquer. C'est éducatif, ces projets qui sont sur les thèmes humanitaires ou fraternels, ça ouvre à l'altérité, ça élargit l'horizon social. Et moi, j'ai envie de dire de façon très pragmatique, c'est un atout pour la réussite ultérieure quand on passe à l'échelle d'après, au supérieur. Parce que quels problèmes ils vont rencontrer, les lycéens? Il va bien falloir qu'ils quittent leur petit cocon familial, communautaire ou provincial. Ils vont arriver dans des grandes villes, ils vont être dans des promos immenses où il va y avoir des gens complètement différents d'eux. Et j'ai envie de dire là, le pragmatisme de la réussite scolaire, mais la réussite universitaire après, c'est parfaitement compatible avec l'idéal, peut-être un peu sentimental, de faire du bien, d'être généreux, de s'ouvrir aux autres. Tout ça, au bout du compte, ça fait des personnes qui sont aussi plus autonomes dans la société. Et il ne faut peut-être pas séparer l'idéal et la réussite sociale ou la réussite du parcours humain. C'est, à mon avis, parfaitement compatible et même ça se renforce. Une réaction sur ce point, sur le parcours citoyen ? Juste en 2 mots, bien sûr. Non, vous avez parfaitement raison. Et je pense que lorsqu'on parle d'évaluation en matière d'enseignement moral, d'enseignement civique, il faut savoir aussi parfois s'abstenir. Tout n'est pas à être évalué. Et l'évaluation, d'ailleurs, n'est pas forcément une certification à un moment donné. Donc on peut accompagner, on peut espérer aussi. La pédagogie, c'est aussi une affaire d'espérance. On parlait d'esprit, d'espérance. Bon, je ne sais pas si tout cela est très laïque, mais je pense effectivement que c'est bien que dans Parcoursup, on puisse valoriser ces éléments-là, sans que ça se traduise dans l'enseignement par un moment de contrôle, par un moment de certification. Et si j'ai mentionné cela tout à l'heure, parmi les difficultés, c'est parce que je suis tout à fait d'accord sur l'idée du formel, de l'informel et du caché. Mais en matière d'éducation et de pédagogie, dans nos établissements, vous ne ferez rien sans les professeurs. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en place, on peut écrire tout ce que l'on veut. Si à un moment donné, les professeurs ne sont pas partie prenante de ce que nous souhaitons faire, ça ne fonctionnera pas.
il n'y a pas que, bien évidemment. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en appelant à repenser l'organisation scolaire. Mais il faut que nous partions aussi de la culture professionnelle, que nous saisissions des éventuels points de blocage pour les dépasser. Et en matière d'éducation civique, ce qui souvent bloque dans les pratiques, c'est précisément cette question de l'évaluation. Nos enseignants ne se sentent pas toujours légitimes pour venir poser des questions qui seraient des questions qui feraient appel par exemple au jugement de l'élève. Or, c'est une compétence que nous appelons à développer. Alors c'est dans les programmes. Bonjour, merci beaucoup pour toutes les interventions. Moi, je vais simplement poser une petite chose. Je suis professeure en lycée professionnel. Les nouveaux programmes, les classes de CAP ont à présenter pour leur examen, donc pour être évalués, un dossier en EMC. Pas forcément sur la fraternité, je suis d'accord. Donc il y aura quand même une évaluation en EMC et moi, ça me pose vraiment un très gros problème. Voilà. Simplement le poser. Voilà, merci. Je suis navré, je ne veux pas accaparer la parole, mais là, je pense que c'est plutôt de moi que vous attendez une réponse. C'est vrai que c'est la particularité de l'enseignement professionnel, il y a une épreuve de MC au baccalauréat, ce qu'il n'y a pas dans le général. Bon. Mais ce qui est évalué à ce moment-là, c'est ce qui peut être évalué dans le cadre d'une évaluation certificative. C'est-à-dire que vous allez évaluer des connaissances, vous allez évaluer des compétences. Oui, mais en fait, ce qu'on ne va pas évaluer aux élèves ou aux professeurs? Aux professeurs, hein, on est d'accord. Parce que derrière, il y a la question de la légitimité du jugement que vous allez porter. Mais ce qui vous est demandé dans ces épreuves-là, c'est d'évaluer des compétences et des connaissances qui sont objectives. On parlait de modèle rationaliste tout à l'heure. On ne vous demande pas d'évaluer la pertinence du jugement moral d'un élève, par exemple. C'est ça. Alors bonjour, donc j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Aline Stévenot, je suis enseignante à l'Université de Lille, j'enseigne la géographie. Il se trouve que je suis aussi chargée de mission pour piloter l'offre de formation des unités transversales, des unités d'enseignement transversales, donc des briques finalement dans les formations des étudiants que les étudiants sont libres de choisir dans une offre de formation qui est étendue et importante. Et parmi ces UE qui s'appellent des UE projets étudiants, eh bien, il y a de nombreux UE justement qui sont des UE qui permettent aux étudiants de valoriser des expériences là aussi dans le milieu associatif ou d'expérimenter effectivement ce genre de situation. Et ces UE projets étudiants sont évalués. Alors il y en a un nombre important et je n'ai pas le détail de l'évaluation de chacune de ces UE, mais elles donnent en tout cas lieu à validation de CTS et rentrent pleinement dans les formations universitaires, en tout cas celle de l'Université de Lille. Donc je pense qu'il est aussi dans ces enseignements qui ne sont pas du tout des enseignements classiques par conséquent. Et même si le mot n'est sans doute pas cité parce que je n'ai pas entendu le mot fraternité dans les divers discours auxquels j'ai pu participer ou entendre, je pense qu'on est quand même de façon un peu subconsciente déjà dans ce cadre-là vers quelque chose qui rejoint l'intention que vous évoquez là de façon plus consciente, je dirais. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Une réaction sur ce point, peut-être Maxime, sur les liens qu'il peut y avoir avec les partenaires de l'éducation. Juste pour rebondir sur la question de l'évaluation, c'est vrai que ça peut être... Il y a cette idée de Mathieu, c'était de le replacer vraiment comme quelque chose d'important pour lui donner une importance dans le parcours de l'élève. Et en même temps, on sait que ça peut être contre-productif dans le sens où... Pardon, excuse-moi. Je n'appelle pas à évaluer les élèves par des notes sur ça. Oui. Je dis que c'est un point de blocage dont il faut avoir conscience lorsque l'on travaille avec des enseignants. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. J'ai identifié des points de blocage. Je ne les prends pas à mon compte en disant voilà ce qu'il faut faire. L'évaluation, c'est un élément important de la réflexion professionnelle aujourd'hui des enseignants. On sait que ça pose toute une série de problèmes en termes de représentation, en termes d'action, notamment dans l'enseignement moral et civique et notamment dans tout ce qui le dépasse. Voilà, c'est simplement ce que je dis. Et j'ai essayé de faire une
la chose que je voulais dire, c'est que sur la question de la morale, de l'enseignement moral et civique, globalement, on reste sur des choses qui restent assez techniques. Hein. Je vois le parcours, on a des éléments sur comment fonctionne la démocratie, quels sont les éléments de l'élection, comment on va comprendre ce qui s'est passé dimanche dernier avec l'élection des sénateurs. Hein. Je pense que tout le monde n'a pas compris, à juste titre. Mais sur cette question, c'est comment, en fait, au-delà de la question de l'évaluation, c'est comment on réfléchit une pédagogie qui est autre que voilà, ce qu'on va mettre sur le papier, ce qu'on va écrire pour avoir la bonne réponse, etc. Et au-delà de ça, il y a le risque, évidemment, d'être contre-productif sur l'élément de la sanction parce que je n'ai pas donné la bonne réponse. Ça me fait penser à nos ateliers qu'on mène en milieu pénitentiaire, où on a un atelier sur la citoyenneté, et vous avez un jour un gardien de prison, quand j'arrive, qui va chercher un des détenus qui doit participer à l'atelier, et qui, en lui hurlant dessus, lui dit « Alors, citoyenneté, tu y vas ou tu y vas pas ?» Donc forcément, c'est un peu imposé, ça peut être contradictoire. Donc effectivement, dans notre pédagogie, c'est justement comment on se dit que effectivement l'objectif c'est pas la note, etc., et que on le réfléchit. Et c'est pour ça que, pour revenir sur la dynamique, on essaye de le travailler avec des équipes pédagogiques, c'est-à-dire de se dire comment on se met autour d'une table avec différents enseignants pour dire on va mener par exemple un projet d'établissement pour cette semaine de la laïcité et on va le préparer. Et moi, en cours de français, je peux apporter cette pierre-là. Et peut-être que dans le cours de mathématiques, nous, on peut apporter cet élément-là. On va penser peut-être une dynamique d'établissement, ce qui permet quand même, et ce n'est pas une chose moindre, d'avoir des échanges entre les enseignants d'un même établissement sur une question qui, à un moment donné, peut être problématique. Hein, puisque, évidemment, nous, notre objectif, c'est de se dire, chacun peut avoir son avis sur la question de la laïcité. Et tous les enseignants, effectivement, ont aussi cette liberté de conscience d'avoir une idée de comment devrait être la laïcité. Mais par contre, il y a la laïcité telle que je dois la promouvoir et la partager en tant qu'enseignant. C'est quand même intéressant de faire la part des choses, de laisser la liberté aux individus d'avoir leurs idées politiques, mais en même temps de se dire, dans le cadre de ma fonction, évidemment, j'ai la laïcité républicaine à défendre. Et ça doit infuser notre pédagogie, je pense. Alors, dernière question. Moi, c'était juste un témoignage, c'était par rapport à justement l'évaluation et la question du blocage. En troisième, pour l'oral de brevet, ça peut être aussi l'occasion de présenter des projets autres que le rapport de stage traditionnel qu'on voit souvent. Et dans mon établissement, je suis CPE de formation, on avait fait un projet de médiation par les pairs, donc des élèves qui avaient donc eu une formation et qui intervenaient sur le climat scolaire. Donc ils ont pendant 2 ans, 4e, 3e, travaillé sur ces médiations par les pairs. Ils ont pu présenter ça comme projet. Et voilà. Et du coup, les enseignants ne s'attendaient pas à voir ce type de projet présenté, mais ça a fait au final la différence et ça a été valorisé par rapport à tout le travail qu'ils ont fait et leur engagement de 2 ans. Voilà. Merci. Alors, je vais peut-être vous donner la parole à chacun pour conclure. D'un mot rapide, Isabelle. Très délicat de conclure sur un tel sujet, mais bon, je rappellerai juste 2 choses. Nous inscrivons dans une politique éducative en ce moment qui affiche le titre de « École de la confiance ». Donc j'ai envie de dire, Français, encore un effort pour être républicain et peut-être aurons-nous droit à une école de la fraternité. Dans ce cadre, comme vous le savez, respecter autrui a été érigé comme l'un des 4 savoirs fondamentaux à l'école primaire. Donc vraiment appréhendé sous l'angle d'un savoir. Voilà ce que je voulais juste rappeler. Pour conclure, juste vous renvoyer sur 2 textes de la Ligue. Sur le premier, la laïcité pour faire société, notre manifeste, qui donne une orientation de la laïcité telle qu'on la conçoit, mais qui est la laïcité de la loi de 1905, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de culte. Et puis aussi le texte sur l'émancipation en actes
en acte au pluriel. C'est-à-dire que on ne reste pas sur le côté incantatoire et comment on arrive à mener cette question qui n'est pas seulement juridique, mais qui est aussi politique et culturelle, puisque quoi qu'on en dise, si on considère l'école comme le lieu de la fabrication du nous, alors c'est aussi, et on doit l'avoir à l'esprit pour les enseignants qui vont mener cette action culturelle et politique, même si bon, utiliser le mot politique, là, peut être compliqué au vu de la question de neutralité, mais au sens des valeurs de la République. Et juste vous dire que nous organisons du coup le 10 décembre notre journée éduquée à la laïcité, qui rassemble des acteurs éducatifs du territoire, que ce soit de l'école ou hors de l'école, et des acteurs associatifs sur justement la mise en œuvre de projets avec leur public autour de ces valeurs. C'est toujours une table ronde le matin, et puis des ateliers et des valorisations de projets l'après-midi. Écoutez, pour ma part, je voudrais terminer par un conseil adressé à nos enseignants, et puis terminer sur une note positive. J'ai commencé par un sentiment d'urgence, je voudrais terminer en respirant davantage. D'abord un conseil. Vous savez, en 2015, Marc Guiraud et Philippe Mériot ont écrit un ouvrage dont le titre m'avait attrapé à l'époque, L'école ou la guerre civile. Vous avez sans doute lu cet ouvrage-là, et ils utilisent à un moment donné une formule sur laquelle je n'ai pas fini de m'interroger. Ils disent qu'il faut éviter les moments de réconciliation artificielle. Et ils donnent comme exemple certaines manifestations sportives, certains défis, etc. Alors ça n'est évidemment pas, chez les auteurs, une mise en cause des projets et de ce qu'on appelle les événements dans nos établissements. Surtout pas. Au contraire, ils sont plus que nécessaires, et Maxime l'a redémontré aujourd'hui. Simplement, c'est un appel à inscrire notre action en matière de fraternité, même si le mot n'est pas employé, dans la durée et dans la cohérence. Dans la durée, parce qu'une valeur qui s'exprime par intermittence, pas une valeur. Et puis, dans la cohérence, parce que tu le disais tout à l'heure, les élèves sont très sensibles, vous le savez, aux écarts qu'ils constatent entre le discours et la réalité. Alors parfois, il y a un écart qui est salvateur, parce que c'est aussi un aiguillon, ça pousse à l'action. Mais là, en l'occurrence, ça peut être destructeur. Et donc, la fraternité doit être en quelque sorte une enveloppe de cohérence pour tout ce que vous faites déjà, puisque beaucoup de choses se font déjà dans les établissements. Simplement, quand on parle de pédagogie de la fraternité, ça suppose qu'on n'oublie pas le premier terme qui est pédagogie. Et donc, le conseil que je voulais adresser aux enseignants, mais c'est un truisme, c'est qu'une pédagogie, ça passe par la définition d'objectifs que vous allez vous fixer, l'établissement d'une programmation qui est réaliste, le choix de démarches qui sont des démarches variées et appropriées, qui ne sont pas simplement effectivement des enseignements théoriques, et puis beaucoup de patience et d'espérance, et donc parfois simplement faire le pari de l'avenir, ce qui permet de répondre aussi à ce que vous disiez tout à l'heure. Et alors la petite note d'optimisme, je reviens sur le livre, L'école ou la guerre civile. Vous savez combien de fois est cité le mot fraternité dans cet ouvrage? C'est pratique aujourd'hui avec les ordinateurs, on tape le mot puis on voit comment. Une fois, 5 fois. 5 fois. C'était en 2015, le mot était utilisé 5 fois, ce qui ne retire rien à la pertinence de l'analyse et à l'intention des auteurs. Et aujourd'hui, en 2020, on fait une journée d'études dans un contexte difficile sur la fraternité. Ça veut dire que la pensée a cheminé, on a beaucoup avancé. Mais ça, vous voyez, c'est ma note d'optimisme pour conclure. Merci beaucoup à tous les trois. Corinne, on a tenu le temps.